Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes amis. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le sommet de Paris qui s'est tenu hier. 27 chefs d'État européens et des responsables de l'OTAN réunis pour définir les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine après l'obtention d'un cessez-le-feu. Pour les émissaires de Donald Trump, le soutien des États-Unis à l'Ukraine est garanti. The president does not back down from his commitments. He is strong for the country of Ukraine and for a peace deal, and we will be there for the Ukrainians in helping them to get to that final peace. Les Européens peuvent-ils vraiment le croire? Les Américains alliés des Européens à propos de l'Ukraine, mais adversaires quant au Groenland. Donald Trump rêve à haute voix d'en faire le 51e État américain. En cas d'intervention armée, les États-Unis violeraient les règles de l'OTAN et agresseraient un territoire européen. Est-ce envisageable? Quelle riposte européenne? On en débattra ce soir avant de vous retrouver, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et on parle d'une étoile à 6 branches. Exactement, parce que vous avez vu ça, c'est l'hiver et il neige. Il Avec neige. des départements en vigilance orange, on le sait bien, des poignets cassés, des problèmes de transport. Des perturbations. Oui, Elisabeth, nous allons regarder la neige au plus près, nous allons regarder les flocons. Et c'est très poétique. Et vous, Marie? Lego, je vous parle de Lego qui annonce sa Lego. grande révolution avec des petites briques Lego. Lego, mais bourrées de technologie qui arrivent à bouger, à parler toutes seules. Est-ce que c'est la fin du meilleur jeu de construction de l'histoire? Certains le pensent. Oh, zut, à tout à l'heure. Et pour commencer, tout va bien. Ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice, c'est le titre d'un documentaire français remarquable qui pourrait bien changer le regard porté sur les mineurs non accompagnés, ces mineurs de fond, guinéens, ivoiriens, tunisiens, qui débarquent illégalement en France après avoir traversé l'enfer pour concrétiser leur rêve de liberté et d'émancipation. On reçoit Thomas Ellis, réalisateur de Tout va bien, et un de ses super-héros, Junior Tano. Junior Tano, bonsoir. Bonsoir. Thomas Ellis, bonsoir. Bonsoir, Je vous Elisabeth. présente à tous les deux, bien sûr, Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Et nous sommes ravis de vous avoir tous les deux en plateau. Votre film est remarquable et vous êtes un super-héros, paraît-il. Ouais. Vous assumez ce qualificatif marvelous, Humblement. comme dirait l'autre? Merci. Oui, c'est lui qui le dit. Oui, c'est moi. Bon, eh bien écoutez, on va découvrir grâce à votre profil à tous les deux pourquoi Junior Tano et les 4 autres jeunes gens, mineurs non accompagnés, anciens mineurs non accompagnés, sont des super-héros. Regardez. Thomas Ellis, dans Tout va bien, vous illustrez le parcours de 5 mineurs isolés qui ont quitté leur pays, Algérie, Guinée ou Côte d'Ivoire, comme Junior Tano, pour arriver à Marseille. Alors quelles épreuves ces adolescents traversent-ils dans l'espoir de réaliser leurs rêves? Pour répondre à cette question, vous avez tous deux le profil idéal. Avant de tourner la première image de votre documentaire, Thomas Ellis, vous êtes allé dans des foyers, des hôtels, au tribunal, dans la rue, dans des écoles, à la rencontre de mineurs arrivés de pays étrangers. Alors que des politiques les qualifient d'enfants à problème, de filles et de garçons dangereux, vous êtes frappé par leur force de vie incroyable. Vous choisissez finalement de suivre 5 jeunes. Aminata Silla, qui rêve d'indépendance, loin de sa famille guinéenne et qui aimerait devenir médecin ou infirmière. Mais moi, maintenant, ma vie est décidée parce que je ne vais pas me retourner vivre là-bas. Khalil Felag, algérien, qui apprend le français rapidement avec l'ambition de suivre une formation d'électricien. Tidiane Ban et Abdoulaye Cissé de Côte d'Ivoire, séparés dès leur arrivée car la justice a des doutes sur l'âge d'Abdoulaye. Et enfin, Junior Tano, lui aussi ivoirien. Junior, vous êtes arrivé en France avec l'ambition de devenir footballeur professionnel, mais vous vous heurtez à des difficultés. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ils peuvent pas te signer parce que tu n'as pas ci, parce que tu es mineur et tout. Parallèlement, vous intégrez l'école hôtelière et vous répétez même parfois tout seul chez vous. Vous allez retrouver des olives, plusieurs variétés de salades, de la tomate, des anchois et de la fenouil. Bon là, j'étais en train de lire un peu, mais là je serai face au client, il faut que je sache exactement. À l'occasion de la sortie de votre film, Thomas Ellis, vous précisez: ils se sont construits sur une faille, sur des fragilités, et c'est là qu'ils trouvent cette force impressionnante. Oui, on riait tous les trois en revoyant cette scène où effectivement vous vous remémorez la recette de la salade niçoise, c'est ça, Ouais, Junior Tano? Exactement. Oui, au cours de votre auto-préparation pour être
quoi, serveur. Exactement, c'est cela. Oui. Dans le film, vous dites à plusieurs reprises, je ne veux pas parler de l'enfer que j'ai traversé, je ne veux pas parler de mon passé. Je suis juste venu pour accomplir, matérialiser, concrétiser mon rêve. C'est ça, hein, Exactement. en France. C'est cela. Vous êtes arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 16 ans. À 16 En ans, France. seul, Oui, donc, exactement. et vous vouliez rêver. C'est ça. Merci Elisabeth. Je voulais rêver, comme je le dis dans le film, et je me suis donné la chance de rêver. Et la France m'a donné l'opportunité de pouvoir vivre ce rêve-là. Et d'ailleurs, au passage, j'aimerais dire merci à la nation française. Et je continue de rêver, Oui. d'avancer, Oui. de progresser. Oui. Et vous Bon, avez bah, rencontré donc comme- Thomas Ellis, vous l'avez rencontré en 2019. Et alors vous, votre parcours est fascinant. Vous avez fait l'ESSEC, une école de commerce, il y a Ouais. 20 ans. Puis vous êtes devenu journaliste, réalisateur engagé. Et on a envie de vous dire, mais le plus beau mot de la langue française pour vous, c'est pas commerce, c'est fraternité. Thomas c'est un- Ellis. c'est un Et c'est ce qui exude de votre film, en fait. Merci beaucoup. Pourquoi ce film? Pourquoi ce film? En fait, j'avais l'impression que quand on parle d'immigration, on parle toujours des problèmes. Alors c'est important, nécessaire, obligatoire de parler des gens qui meurent en mer, de parler des gens qui ont des difficultés de papier. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'on ne parle jamais des rêves, des envies et du fait que les jeunes comme Junior et les adultes aussi qui arrivent en France viennent ici pour apprendre une langue, apprendre un métier et démarrer une nouvelle vie. Et je voulais raconter ces choses simples qui sont juste l'histoire de jeunes adolescents qui vont à l'école. Junior Tano, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans votre parcours quand vous êtes arrivé en France? Est-ce que c'est l'administration, c'est être interrogé souvent? Qu'est-ce qui vous a pesé? Alors, c'est être interrogé souvent, je dirais, parce qu'à chaque fois, les mêmes questions revenaient. Comment t'es venu? Pourquoi t'es venu? 1001 questions. Et moi, j'étais focus sur le présent, pas le passé. Je voulais avancer, progresser dans ma vie. Voilà. Et donc, ce sont les questions que les gens me posaient à chaque fois qui pesaient. Qui pesait. Il y a une scène très étonnante dans le film où l'on vous voit à Marseille lire devant le pape François, je crois que c'était en septembre 2023, le livre des Actes des Apôtres. Et là, vous êtes littéralement transfiguré. D'abord, vous êtes très charismatique dans le film, mais là, vous êtes transfiguré. Ça représentait quelque chose de l'ordre d'un accomplissement personnel, spirituel, ce moment devant le pape qui vous regarde et qui vous écoute. Oui. C'était important pour moi dans le sens où le pape abordait le même sujet que nous. La Méditerranée. Exactement. Les migrants, ce ne Voilà. sont pas des numéros, ce sont des humains. Exactement. Et ça fait partie des événements marquants de mon parcours, de mon acceptation. Ici, j'ai été très heureux de prendre part tout simplement à cet événement-là. On va évoquer avec vous deux et avec Anna une bonne nouvelle, peut-être, on parle encore au conditionnel, pour les mineurs étrangers non accompagnés. Ils pourraient bientôt bénéficier d'une présomption de minorité. Vous nous expliquez ce que c'est? Oui, Anna. les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi des socialistes lors de leur niche parlementaire. C'était le 11 décembre dernier. Et ce texte, il prévoit une présomption de minorité. Ça veut dire que les jeunes étrangers qui arrivent en France et qui se disent mineurs seront considérés comme tels. Jusqu'à présent, la procédure pour déterminer leur âge, elle pouvait durer entre 12 et 18 mois. Et en attendant, certains pouvaient se retrouver à la rue. L'objectif, donc, avec ce texte, c'est qu'ils puissent bénéficier pendant ce laps de temps d'un accueil provisoire d'urgence. Deux autres avancées aussi avec cette proposition de loi. Les jeunes pourront être scolarisés dès leur arrivée en France et pendant tout le temps de la procédure. Et dernière chose, les tests osseux ou dentaires, vous en parlez dans le film, pour déterminer leur âge, seront interdits. Thomas Ellis, est-ce que vous qui avez côtoyé ces jeunes, qui parfois se retrouvent dans la rue, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, cette future proposition de loi ? Ah ben oui, c'est évident, parce que ça empêche une incertitude pour ces jeunes, et au moins de pouvoir les protéger et qu'ils ne restent pas à la rue. Et aujourd'hui, il y a souvent beaucoup d'attentes dans les tribunaux pour avoir une place dans un foyer, dans un hôtel, et il y a en effet beaucoup de jeunes qui sont à Marseille, mais aussi dans d'autres villes de France, à la rue, en attente d'être mis à l'abri. Junior Tano, il y a en France beaucoup de débats sur l'immigration, sur les amalgames qui sont faits entre immigration et sécurité. Vous voulez montrer aussi que voilà, l'intégration, c'est possible, qu'il y a des gens qui sont là pour aussi aider en France à cela? Oui, moi je ne parlerai pas d'intégration, mais je parlerai plutôt d'acceptation.
Voilà, je pense que c'est le terme parfait. Il faut accepter, il faut aider, et, il faut le faire spontanément, sans chercher à comprendre si la personne est adulte, mineure ou pas. Il faut voilà, l'acceptation. Bon, c'est ce terme-là, exactement. C'est intéressant ce film Tout va bien, 1 an et demi presque, enfin un petit peu moins, après un autre film qui évoquait la question des migrants, c'était l'histoire de Souleymane. Et qui avait, oui c'est ça, l'histoire de Souleymane, vous savez, avec Abou Sangaré, qui incarnait un livreur sans papier et qui avait chaviré le cœur des Français. Et c'est dire que ça passe par le cinéma, par l'image, fiction ou documentaire. Cette manière de mettre comme ça au cœur du débat ce regard qui doit changer sur Junior Tano et les autres. Je pense que si le cinéma a une fonction, c'est de rendre visibles les invisibles, c'est de changer le regard. Et le documentaire que j'ai réalisé, il y a 2 ans de tournage, 1 an et demi de repérage, tout ce temps-là, en fait, on l'offre aux spectateurs. On l'offre aux spectateurs de pouvoir regarder une réalité qu'ils ne pourraient pas voir, parce que c'est impossible de passer autant de temps et de vraiment comprendre et de connaître ces mineurs non accompagnés et de s'intéresser un peu à eux, à leurs rêves, à leur envie de, comme disait Junior, de trouver une place chez nous. Comment va Aminata Sylla, qui est absolument démentielle, cette jeune fille guinéenne qui ne veut pas vivre sous le joug d'une famille ou d'un mari, qui est une figure incroyable de l'émancipation. Comment va-t-elle ? Elle va très bien, elle a réussi son CAP brillamment, avec 16 de moyenne en juin, et là elle fait une formation pour être aide-soignante, et elle continue sa vie à Marseille. Elle a un petit copain. Elle a un petit copain. Voilà. Et vous portez le maillot 12. Oui. À un moment donné, on vous voit jouer au foot avec des mollets véloces. Vous avez le maillot 12. Vous en êtes où par rapport à ce rêve? Vous vouliez être footballeur professionnel et serveur à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. Exactement. Je me donne toujours l'opportunité et la chance de rêver. Ce terme-là va revenir très souvent. Oui, rêver. Que ce soit dans la restauration ou dans le foot. C'est une chance. Oui. Et je saisis la chance et voilà. Si demain, il y a une opportunité qui s'offre à moi et que je dois bosser au Plaza Athénée, pourquoi pas? Si je dois signer à Marseille. À Marseille. Oui, pourquoi puisque pas? Vous vivez à Marseille. Voilà. Le dernier mot du film, c'est liberté. On voit tous les jeunes gens et puis d'autres chanter, hurler, en transe, le mot liberté. Ça renvoie évidemment à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'était voulu? C'était voulu, c'était voulu au montage, mais c'est le hasard du documentaire, c'est le hasard d'être ce soir-là à Marseille, lors d'un concert de Soulkin, et cette chanson, La Liberté, que connaissaient tous les jeunes ce soir-là, et qui les touchait, qui me touchait aussi, et en effet, c'est la devise républicaine. C'est votre devise? Oui. Tout va bien donc. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, il est merveilleux votre film documentaire. Merci. Il est en salle depuis aujourd'hui. Il est, pourrait-on dire, d'utilité publique. Merci Junior Tano, merci Thomas Ellis d'être venu sur Arte dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur l'attitude des États-Unis par rapport à l'Europe et à l'OTAN sur 2 dossiers capitaux. Le premier, l'Ukraine. Les émissaires de Donald Trump hier annonçaient soutenir l'initiative européenne dans l'effort de paix. Le deuxième, le Groenland. Et là, le président américain menace d'annexer ce territoire qui est dépendant de l'Union européenne, car il est rattaché au Danemark. Alors les Américains sont-ils les alliés ou les adversaires de l'Europe, ou n'y a-t-il au fond que leur intérêt qui compte? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Faire front, serrer les rangs et surtout ne pas se fâcher avec les Américains, même au lendemain du coup de force de Donald Trump au Venezuela. Mission délicate hier à Paris pour la coalition des volontaires. Ses membres, essentiellement européens, ont néanmoins conclu la rencontre centrée sur l'avenir de l'Ukraine, sur une déclaration jugée prometteuse. Cette déclaration vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre donc, les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Les émissaires de Donald Trump se sont dit prêts à soutenir le déploiement d'une force multinationale de paix en Ukraine après la signature d'un cessez-le-feu supervisé par les États-Unis.
Nous sommes ici pour jouer un rôle de médiateur et contribuer au processus de paix. Et nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Les Européens, alliés de Kiev, se retrouvent face à un dilemme. Comment s'assurer ce soutien américain matériel et financier crucial en Ukraine, tout en calmant les ardeurs de Donald Trump, déterminé, semble-t-il, à faire main basse sur le Groenland, territoire danois, et ce par tous les moyens, a averti la Maison-Blanche l'année dernière. Le président Trump et ses conseillers examinent différentes options pour acquérir le Groenland et bien sûr, le recours à l'armée américaine est toujours une possibilité. 6 pays du vieux continent, dont la France, ont renouvelé hier à Paris leur soutien au Danemark, membre de l'OTAN, tandis que la menace se fait de plus en plus pressante. Il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, ce serait la fin. Alors les Européens peuvent-ils s'opposer à Donald Trump sur le Groenland tout en comptant sur son soutien en Ukraine? Comment tenir cet équilibre diplomatique sur fond de violation du droit international? Les États-Unis sont-ils encore des alliés ou bien des adversaires des Européens? 3 invités pour ce débat, ils ne seront pas du même avis, ce sera enrichissant. Vera Grantseva, bonsoir, politologue, spécialiste de la Russie. Dernier essai, les Russes veulent-ils la guerre? Selon vous, le sommet de Paris, donc, qui a eu lieu hier, est une réussite car parvenir à un accord est un progrès après 4 ans d'incertitude. Vous ajoutez qu'il faut réussir à négocier avec Trump sans provoquer une rupture totale car la guerre contre la Russie est la priorité absolue. À côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir, consultant, bonsoir. Enseignant en affaires européennes. Vous enseignez à l'ESCP Business School et au corps des mines. Selon vous, il faut envoyer des troupes européennes au Groenland si nécessaire pour faire face à la menace russe que les États-Unis redoutent. Mais si Trump mettait à exécution ses ambitions sur le Groenland, il faudrait sanctionner et les Américains se retrouveront face aux soldats de l'OTAN. Vous évoquez notamment des sanctions économiques. À côté de vous, Guillaume Lagan, bonsoir, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales. Vous venez de publier Géopolitique de l'Europe et selon vous, nous sommes dans une période d'affaiblissement du droit international qui nous rappelle que ce droit n'existe que dans la mesure où il y a des États pour le mettre en œuvre. Dans le cas du Venezuela, par exemple, il y a débat sur la légalité de l'intervention des États-Unis. On y reviendra, mais on démarre avec le satisfecit du jour. Même l'auto-satisfecit du jour, puisqu'il est signé Emmanuel Macron à l'issue de la réunion hier à Paris, donc de la coalition des volontaires, les 35 pays qui soutiennent toujours l'Ukraine face à la Russie. Une avancée considérable, regardez, pour une paix solide et durable, a dit le président français, puisque des garanties de sécurité à l'Ukraine ont été décidées quand un cessez-le-feu aura lieu, avec a priori donc le soutien des Américains. Yves Bertoncini, est-ce que Emmanuel Macron a eu raison au final de ménager Trump sur le Venezuela pour aboutir à ce résultat hier? Dans la gestion de son sommet à lui, on peut comprendre qu'il ait voulu faire attention, mais il n'a pas eu raison d'oublier de dire que c'était fait en irrespect total du droit international et que c'était des choses qui ne se faisaient pas. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a su le dire. Il n'a tellement pas eu raison qu'il a corrigé le tir dès le lendemain via la porte-parole du gouvernement. Et donc, je crois qu'on peut lui donner acte d'avoir eu un petit oubli fâcheux. Peut-être pour réussir ce qu'il présente comme une réussite, ce qui est vrai d'ailleurs, ce sommet de Paris. Sauf que sur la jolie photo que vous nous avez vue, il manque quand même les Américains. Et puis, pour faire la paix, il manque les Russes. Alors, ils étaient à la conférence de presse. Guillaume Lagan, vous êtes d'accord avec cela ou pas du tout, vous, sur le fait qu'Emmanuel Macron a bien fait, finalement, faire de la réelle politique, en quelque sorte, avec Emmanuel Macron en 2 temps, avec Donald Trump en 2 temps? C'est le vieux débat, vous savez, qu'on a en sciences politiques, Max Weber, entre l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Du point de vue des convictions, évidemment qu'on doit défendre les principes, défendre les valeurs, etc. Mais M. Macron, lui, il est en responsabilité. Il a cette difficulté qu'on ne peut pas avoir des garanties de sécurité solides en Ukraine sans le soutien américain. Donc, il aurait été, un jour avant la conférence, difficile pour lui de condamner M. Trump. Donc, il n'a pas fait de courbette, comme le dit Raphaël Glucksmann, par exemple, à Donald Trump. Je pense qu'il a eu une attitude réaliste en relations internationales. Pragmatique. Alors justement, sur le résultat de cette coalition des volontaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est encourageant ou est-ce que vous dites comme Volodymyr Zelensky, qui a estimé qu'il n'avait pas eu de réponse claire de la part des Européens, notamment en cas de nouvelle attaque des Russes?
À mon avis, c'est plutôt du progrès et c'est plutôt positif pour l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que ça donne les perspectives aux Ukrainiens. Qu'est-ce qui va se passer au moment quand le cessez-le-feu sera acté ? Bon, on n'est pas là encore en ce moment-là. Mais quand même, ça rassure les Ukrainiens que les Européens sont prêts à engager. En novembre 2025, les Européens ont pu se mettre d'accord sur un prêt pour l'Ukraine qui aussi garantit la stabilité financière pour l'Ukraine, qui est très, très important parce qu'on sait que l'Ukraine galère aussi au niveau financier. Il faut aussi des fonds, de l'argent pour maintenir en fait l'état de l'Ukraine et aussi l'aider à se défendre contre la Russie. Donc ce qui a été fait hier, donc il y a quelques jours, c'était plutôt une bonne chose pour le futur de l'Ukraine et ça a rassuré les Ukrainiens par rapport à l'engagement européen, même s'il est limité, on est bien d'accord. Ouais. Et Bertoncini, justement, sur ce que dit Volodymyr Zelensky, lui, il a l'air un petit peu hésitant quand même sur ses résultats. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Non, mais en théorie, on peut s'en réjouir. Je l'ai dit, c'est une réussite sur le papier. Mais d'abord, il faut un cessez-le-feu. Oui. Qui fait feu ? Ce sont les Russes. Les Russes, ils n'étaient pas là. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient arrêter de faire feu ? Je ne crois pas. Ce qui a été adopté hier à Paris, ça permet, dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Avec ça une permet force multinationale. aux Européens de faire leur part du travail. Ce qui a été rappelé déjà, c'est que financièrement, ils vont la faire, puisqu'il y a plus de 90 milliards d'euros qui vont être prêtés à partir de ce printemps. Et puis, sur le terrain, il y aura probablement, nous dit Emmanuel Macron, des troupes françaises, des troupes britanniques, des Allemands, mais sans doute pas en Ukraine, peut-être pas d'Italiens, peut-être des Canadiens. Donc, mais ça, c'est dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, d'un gel du conflit. Ce n'est pas dans l'hypothèse d'une poursuite du conflit, dans un contexte de lâchage des Américains, qui en effet sont utiles sur certains segments technologiques, munitions, surveillance. C'est pour ça qu'il y a une prudence vis-à-vis d'eux. Ce qu'ont dit les émissaires américains hier à Paris, c'est bon à entendre. Que dira l'oncle Donald quand ils leur feront rapport à leur retour ? Ben, écoutez, ça pourra varier d'un jour à l'autre. Et donc, c'est vrai que en fait, ça fragilise un peu l'édifice. C'est le beau-père, Absolument. L'un des deux émissaires, oui, c'est ça, Jared Kushner. Alors, on va revenir à cette force multinationale. Avec vous, Anna, à quoi est-elle censée ressembler ? Dans la déclaration d'intention qui a été signée hier par Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Keir Starmer, il était donc question du déploiement d'une force multinationale européenne en Ukraine, dès lors qu'un cessez-le-feu sera entré en vigueur. Alors le symbole est fort, mais les contours précis le sont un peu moins. À ce stade, on ne connaît ni les effectifs de cette force, ni les contributions de chaque pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il envisageait d'envoyer plusieurs milliers de soldats en Ukraine pour surveiller et sécuriser la frontière russo-ukrainienne, mais pas pour combattre, a-t-il tenu à rappeler. L'Allemagne pourrait elle aussi envoyer des hommes, mais pas en Ukraine, uniquement dans un pays voisin, membre de l'OTAN. Et pour l'Italie, il est totalement exclu de mobiliser des troupes sur le terrain. Giorgia Meloni préfère apporter un soutien logistique à l'Ukraine, au même titre d'ailleurs que la Roumanie et la Pologne. Et quant aux États-Unis, ils étaient représentés hier donc à Paris par Jared Kushner et Steve Witkoff. Ils ont annoncé leur soutien aux Européens, mais sans plus de précision et sans signer pour autant cette déclaration. Là où il était question à l'origine d'une éventuelle contribution en matière de renseignement, de logistique et d'un soutien en cas d'attaque de la Russie, ce n'est plus du tout le cas dans le texte final. Guillaume Laguen, est-ce que les Européens ont vraiment les moyens financiers et militaires de créer cette force sans l'aide des Américains ? En théorie, évidemment. L'Union européenne, c'est 16% du PIB mondial, c'est plusieurs centaines de millions d'habitants. On a des forces considérables en Europe. Donc si on voulait construire un appareil militaire de la taille de celui des États-Unis, en théorie, nous pourrions. Vous avez dit le mot, la volonté. Le problème, c'est la volonté. La difficulté qu'on a en Europe, c'est que, d'une part, certains États, la France au premier chef, sont très endettés, ont des gros problèmes de dépenses publiques. Et puis d'autres États se disent que finalement, construire une force européenne alors qu'on est allié avec les États-Unis, ça n'aurait pas grand sens. Et là, vous avez aussi, chacun est renvoyé à sa géographie. Vous parliez de la Pologne et de la Roumanie. Eux, évidemment, sont très intéressés par un effort militaire face à la Russie. Dès qu'on est du côté de l'Espagne, de l'Italie, ça paraît quand même beaucoup plus théorique. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que cette force, elle n'existe pas encore. Mais quand même, le fait qu'on est sur la photo les États-Unis et les Européens ensemble à Paris pour en discuter, je pense que du côté de Moscou, ça a quand même été vécu comme une mauvaise nouvelle. C'est quand même une avancée. Vera Grandsir, vraiment, vous pensez que ça a été vécu comme ça par les Russes ? Parce qu'on se demande si les engagements de Steve Witkoff sont ceux de Donald Trump, si ce n'est pas lui qui décide in fine, contre l'avis de ses conseillers.
Oui, sur Steve Witkoff, effectivement, le Kremlin peut avoir un autre avis, vu les connexions personnelles entre les deux hommes, entre Witkoff et Poutine. En même temps, voir cette photo où il y a effectivement plusieurs leaders européens qui sont réunis et qui arrivent à avancer, ça déçoit le Kremlin. Ça va à l'encontre des plans qui ont été annoncés par Poutine depuis 2022. Parce qu'il faut aussi se rappeler que tout le calcul de Poutine dans cette guerre en Ukraine, c'était sur la faiblesse de l'Europe. C'était sur l'incapacité de l'Europe de se réunir, assumer, être ensemble, agir ensemble. Et même si ça n'a pas un format peut-être où tous les pays européens sont inclus, je parle de l'Hongrie ou de la Slovaquie par exemple, néanmoins ça montre la capacité de l'Europe de discuter, d'agir ensemble et d'avancer dans l'aide à l'Ukraine. Donc oui, c'est embêtant. Après, Poutine va attendre que l'Europe va passer à l'acte. Donc juste se rencontrer et promettre, c'est une chose. Pour l'instant, pour Poutine, quand même, les Européens restent ceux qui n'ont pas de volonté politique pour agir et pour vraiment se défendre. Mais Yves Bertoncini, double jeu des Américains, donc alliés sur l'Ukraine avec les Européens et adversaires sur le Groenland. C'est un double jeu? C'est quoi? Alors, il y a une partie du jeu... Est-ce qu'ils ont réitéré leur menace d'intervention armée, les Américains? Sans doute un peu, qui est un jeu affairiste, je pense, qui d'ailleurs a été explicité à un moment en Ukraine, c'est-à-dire l'exploitation des minéraux critiques, qui pouvait d'ailleurs donner lieu à des rapprochements américano-russes, y compris sous l'égide de M. Witkoff. On voit bien ce qui s'est passé récemment au Venezuela. Bon, ça, c'est un peu plus loin de nous, mais enfin, on voit bien, et ça, c'est assumé pour mettre la main sur des ressources en hydrocarbures. En Groenland, ce n'est pas tellement la sécurité nationale qui est en question. La sécurité du Groenland, elle est assurée, y compris avec une base militaire américaine, dans le cadre d'un accord de défense qui date de 1951. Bien sûr qu'il y a un problème sécuritaire au Groenland. Il y a eu jusqu'à 10 000 soldats américains pendant la guerre froide. Il y en a beaucoup moins. Si les Américains veulent en remettre, ils n'ont qu'à en remettre. Et puis nous-mêmes, Européens, c'est ce que je dis, on devrait en mettre aussi. Parce qu'après tout, on leur dirait, vous avez peur des Russes, vous avez peur des Chinois, on va vous aider à contrer la menace chinoise en Arctique. Puisque le Groenland est européen. Puisque le Groenland est sur notre territoire et celui de l'OTAN. Et ça serait une bonne façon, peut-être, de les dissuader de passer à l'acte militairement s'ils osaient le faire, parce que ça aurait quand même un coût pour Donald Trump, dans le cadre de la démocratie américaine qui existe quand même encore, y compris dans le cadre de sa base électorale, d'attaquer, d'essayer d'obtenir par la force le contrôle d'une population qui ne le souhaite pas. Alors, le Groenland, ce n'est pas la Crimée. Lagan, vous semblez sceptique sur cette option d'envoi de troupes, européennes? Non, je ne suis pas sceptique. Je suis d'accord avec Yves que, effectivement, si l'Europe fait la démonstration qu'elle est sérieuse dans la défense du Groenland et s'il y a des troupes européennes qui y sont stationnées, ça nuira à ce qu'on pourrait appeler le narratif américain. Il y aura moins de raisons pour les Américains de s'inquiéter. Maintenant, je pense qu'en profondeur, les raisons pour lesquelles les États-Unis veulent le Groenland sont triples. D'abord, vous avez une raison historique. Il faut rappeler que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il va rappeler l'accord de 51. En 1945, ils avaient déjà demandé au Danemark de céder ce territoire. Ensuite, la deuxième raison, c'est que dans la dimension très psychologique que prend la politique américaine, pour M. Trump, il est un peu devant l'histoire. Il se dit, si je suis le président qui a accru le territoire américain, je resterai. Et si vous voulez, d'un point de vue purement réaliste, on ne peut pas lui donner tort. C'est vrai que l'entrée du Groenland dans les États-Unis, oui, ça serait une date historique, on en parlerait encore aujourd'hui. Regardez l'Alaska. Quand elle est rentrée dans la... C'était il y a 150 ans. C'était il y a 150 ans, mais rappelez-vous qu'il a mis sa présidence sous le patronage de McKinley, qui est le président justement de la fin du 19e, qui était partisan de l'impérialisme américain. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'au-delà, je pense, des ressources économiques du Groenland, dont franchement les Américains n'ont pas tant besoin que ça, parce qu'ils ont déjà beaucoup de ressources internes, et puis en plus elles sont compliquées à obtenir, etc. Je pense qu'il y a quand même une vraie inquiétude aux États-Unis par rapport à la Chine. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à nous, qui regardons les Américains pour nous protéger, les Américains ne regardent personne. Il n'y a personne sur la planète, à part eux-mêmes, qui peut les protéger. Mais se projette dans un conflit avec la Chine même? Ce conflit, pour certains experts, a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on est déjà dans, sans employer des grands mots, une troisième guerre mondiale avec la Chine. Ils savent que c'est leur adversaire numéro un. Et donc, je pense que dans la logique de ceux qui entourent M. Trump, ils veulent constituer autour du territoire américain un glacis, comme on en avait pendant la guerre froide. Et donc, c'est comme ça que je peux relier l'intervention au Venezuela, les menaces sur Cuba et le Groenland. Parce que quand vous regardez le Groenland, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première base face à la Russie. C'est potentiellement aussi un territoire qui pourrait être colonisé, ou en tout cas influencé par la Chine, notamment s'il devenait indépendant. Donc, il y a de véritables préoccupations de sécurité. Mais c'est pour ça qu'on va l'aider et qu'on va renforcer avec les Danois et Emmanuel Macron, quand vous serez ministre des Affaires étrangères.
rendons-lui justice, dès l'été dernier, en allant sur place, avait proposé aux Danois d'envoyer des troupes européennes pour manifester que les Européens, bien sûr, prennent au sérieux ces considérations, ces angoisses sécuritaires. Moi, je crois qu'il y a surtout, y compris pour l'entourage de Donald Trump, la volonté d'aller s'accaparer quelques ressources. Les États-Unis en ont peut-être pas besoin, mais l'entourage de Donald Trump peut-être aussi. Vera Grandser, vous y avez vu aussi une forme d'hostilité de Trump à l'égard de Poutine ou pas? Ils ont même arraisonné un bateau à nouveau là, de pétrole qui venait du Venezuela. D'un côté, oui, c'est hostile à Poutine. L'enlèvement de Maduro, les captures des bateaux avec de fantômes russes, de flottes fantômes russes. En même temps, ce qui fait Trump, ça arrange le Kremlin. Sur le Groenland notamment. Oui, sur le Groenland notamment. Pourquoi? Parce que ça nuit les Européens. Et ça aussi brise finalement l'alliance militaire des Européens qui était protégée par les États-Unis. Mais surtout, ça confirme la vision du monde que Poutine essaie d'imposer en fait au monde entier, qui consiste à dire que c'est la force qui c'est l'impérialisme et l'expansionnisme et la force. C'est dans quelque sorte, ça légitime ce qu'a fait Poutine. Depuis une semaine en Russie, la presse se jubile parce qu'ils disent que voilà, finalement, notre opération militaire spéciale, ça s'inscrit parfaitement dans le monde... L'opération militaire spéciale, c'est l'agression de l'Ukraine. Exactement, c'est la guerre en Ukraine que Poutine mène depuis 2022. C'est-à-dire la stratégie des empires. Voilà, donc d'un côté, du point de vue de ses intérêts assez immédiats dans l'Amérique latine, comme Venezuela, parce que la Russie quand même utilisait pas mal le pétrole aussi vénézuélien, ça ne l'arrange pas. En même temps, ça confirme et ça joue en sa faveur, du point de vue plus général de la géopolitique et de la vision du monde que Poutine essaie d'imposer aux autres. Guillaume Galligan, vous confirmez et c'est un clou de plus dans le cercueil du droit international au passage? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit Vera sur le fait que pour la Russie, évidemment, l'agression américaine sur le Groenland serait une manière de nourrir l'idée qu'au fond, elle ne fait que faire ce que font les États-Unis, qu'il y a un relativisme, et que si les Européens ne le condamnent pas, il y a un double standard. Vous savez, c'est un grand thème de la propagande russe. Alors, s'agissant du droit international, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le droit international porte un peu mal son nom. Si vous voulez, c'est pas exactement le droit au sens où on l'entend dans un pays. Dans un pays, quand le droit est violé, vous allez voir le juge et puis ensuite vous avez le policier. Le droit international, c'est un mode de rapport entre des États souverains, tous égaux, en théorie, mais vous n'avez aucun gendarme international qui vient vous corriger quand vous le violez, ce droit international. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un des États les plus puissants ne le respecte pas nécessairement. Là, je parle de la Russie. S'agissant des États-Unis, le débat sur la violation du droit international avec leur intervention au Venezuela, ça se plaide parfaitement. D'ailleurs, je pense qu'ils seront condamnés par l'ONU. Mais eux vont se défendre en disant, par exemple, qu'ils ont... Alors, il y a deux... Alors, regardez justement, c'est ce que dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Je n'ai rien à foutre de ce que dit l'ONU, ce sont ses mots, je ne fais que citer. Elle ne sait pas ce qui va se passer. C'est une disqualification, Herbert Bertoncini, ou pas du droit international, contrairement à ce que dit Guillaume Lagan, ou pas pour vous? Les relations internationales, c'est le primat du rapport de force et parfois la primauté du droit international forgé par les États souverains. La charte de l'ONU, c'est l'expression de cette primauté du droit international. Il y a quand même un chapitre 6 pour le règlement pacifique des différends, un chapitre 7 pour le record légitime de l'usage de la force. Quand les États-Unis ont été attaqués le 11 septembre 2001, il y a eu un article 5 de l'OTAN et l'ONU a donné une résolution pour qu'ils aillent frapper. Moi, je me réjouis du fait que le droit international puisse parfois se superposer avec les rapports de force. Parfois, il ne se superpose pas et vous avez effectivement des sorties de route comme celle-là qui rappellent la crudité des relations internationales. Le droit international protège plutôt les faibles que les forts. Et dans certains cas, les forts s'en affranchissent. Mais ça aura un coût pour les États-Unis, ce qu'ils essaieraient de faire au Groenland. Ça a déjà un coût pour la Russie. Franchement, ce qu'ils essayent de faire, c'est pas brillant. L'invasion russe de l'Ukraine, au début, ils voulaient faire quelque chose à la Venezuela. Ils avaient prévu de venir chercher Zelensky, de l'enlever. Ils ont raté. Donc maintenant, ils piétinent. Malheureusement, et heureusement, les Ukrainiens défendent l'Ukraine vaillamment. Nous devons les aider parce que c'est la ligne de front des Européens et que nous serions les prochains sur la liste. Mais là, le droit n'a plus grand-chose à voir là-dedans. En tous les cas, la France veut défendre ce droit sur cette possibilité d'une annexion du Groenland. Écoutez ce que dit le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Le Groenland n'est pas à vendre. Il appartient aux Groenlandais. Quant à une éventuelle intervention par la force, même si je ne fais pas de politique ou de diplomatie fiction, pour un pays de l'OTAN, de s'en prendre à un autre pays de l'OTAN, ça n'aurait aucun sens et surtout, ça serait absolument contraire aux intérêts des États-Unis.
Vera Grandseva, quand on entend ça, c'est pas ce que dit Trump. Il a ses intérêts qui ne sont pas forcément ceux des Européens. Et là, il y a un vrai conflit d'idées idéologiques entre l'Europe et les États-Unis, non ? Oui, bien évidemment. Déjà, c'est quand même le territoire de l'Europe, dans le sens plus large. Même si on sait que ce territoire est sorti de la communauté économique européenne en 1985. Néanmoins, c'est pas en soi même la question de Groenland, c'est plutôt la question de comment les États-Unis agissent dans les relations internationales. Donc, s'ils se penchent uniquement sur l'utilisation de la force, effectivement, ça donne la carte blanche en fait aux autres pays, souvent aux dictateurs qui annexent les pays et envahissent les pays voisins. Taïwan pour la Chine, l'Ukraine pour la Russie. Effectivement, les États-Unis avaient un potentiel, ce qu'on appelle dans les relations internationales, du soft power. Ils avaient cette puissance douce de l'attraction, de l'admiration par rapport à leur réussite. Parce que néanmoins, malgré tous les pays, il y a tous les problèmes, il y a aussi les problèmes aux États-Unis, au niveau économique, au niveau d'égalité. Néanmoins, c'était aussi un exemple d'une réussite en tant qu'un pays multiculturel, un pays qui aussi a pu lancer beaucoup de projets internationaux. Donc, les États-Unis, c'est plutôt ça la question. Le problème, c'est qu'ils utilisent uniquement la force, tandis qu'ils auraient pu utiliser leur soft power, leur puissance d'attraction, pour plutôt pousser vers l'autre type de relations internationales, qui sont basées sur le droit international. Guillaume Gallagher, pas d'accord ? Non, évidemment que je suis d'accord. Les États-Unis, ils ont un soft power. Évidemment qu'il faut qu'ils l'utilisent. Et là, l'annexion du Groenland irait à l'encontre de cette politique. Maintenant, ce que j'observe quand même, c'est que depuis 3 ans, depuis la guerre en Ukraine, on voit bien qu'on est en train de sortir du monde que nous avons connu sur les 3 dernières décennies, qui est un monde justement qu'on voulait dominer par le droit international et où on voulait que les rapports internationaux soient plus doux que durs. Le problème, c'est que face à des compétiteurs comme la Russie ou la Chine, qui sont des puissances militaires considérables, les États-Unis doivent aussi faire la preuve de leur détermination. Si vous voulez, dans le monde des relations internationales, c'est un monde extrêmement brutal, un monde de voyous. Vous n'avez pas, je le répète, vous n'avez pas de gendarme. Vous ne pouvez pas aller voir le juge et lui demander raison. Donc, mener des deals, c'est ça l'idée, en fait, Hébert Toncini, de Donald Trump, c'est finalement la menace de la force pour arriver à un accord au final, comme il le fait dans toutes ses relations aujourd'hui internationales. Sauf qu'il avait dit qu'il réglerait le conflit russo-ukrainien en 1 jour. Donc c'est vrai que ça commence à faire long pour lui. Il veut quoi ? Il veut racheter le Groenland ? Moi, je pense qu'il veut favoriser l'extraction, drill baby drill, de matières premières critiques au Groenland, y compris au profit de ses proches. Et en effet, peut-être en s'inscrivant dans un grand rêve américain d'appropriation des terres dans les pas de ses prédécesseurs. Après, les Européens ne sont pas démunis contre ça, parce qu'au-delà de mettre des troupes éventuellement pour faire comme si on coopérait tout en dissuadant, quand il avait montré ses muscles du point de vue commercial, il y a eu une crise obligataire, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'acheter des bons du Trésor américain. Donc nous avons des lois sur le digital, nous allons évidemment les appliquer, mais ce n'est pas ça qui va nous désarmer, bien au contraire, ça va nous encourager. Et donc il y a des façons de tenir en respect l'hubris extractiviste et expansionniste de Donald Trump. Quelle belle formule, ce sera le mot de la formule de la fin. Merci à tous les 3 d'être venus débattre, c'était éclairant et passionnant. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Une étoile à 6 branches, le flocon de neige sème la zizanie en France et des briques intelligentes sont lancées par Lego. Tout le monde n'est pas ravi de ça. Mais avant ça, le mot vedette du jour, PNACO, c'est un acronyme en fait, le Parquet national anti-criminalité organisée, c'est entendu. Le PNACO... Le garde des Sceaux lance le PNACO. Le PNACO, c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. PNACO, acronyme de Parquet national anticriminalité organisée, dérivé des termes latins paricus, enclos, natio, naissance, crimen, méfait et organum, instrument de musique, désigne, selon la loi promulguée le 13 juin 2025 et entrée en application lundi 5 janvier 2026, le nouveau parquet, les magistrats en charge de l'accusation anti-mafia. Plus précisément, le PNACO aura dans le collimateur l'hydre du trafic de narcotiques, dont le ministre concerné a estimé fin novembre qu'il représente une menace au moins équivalente à celle du terrorisme. Son ex-collègue préposé à l'économie l'avait dimensionné à 3,5 milliards de bénéfices annuels générés par 200 000 collaborateurs. En mai 2024, 2 sénateurs avaient présenté un rapport sur l'impact du business de la défense en France, lequel a débouché sur cette loi à l'ambitieuse ambition « Sortir la France du piège du narcotrafic ». Le gouvernement s'arme ainsi d'un état-major criminalité organisée et la justice, sur les modèles PNAT et PNF, d'un PNACO.
Patronné par une procureure générale ultra capée, 16 magistrats spécialisés et 10 de plus dès septembre, installés quelque part dans le vortex du tribunal de Paris, pourront se saisir de n'importe quelle affaire relevant du crime organisé, une première pour un parquet national, et grâce aux nouvelles dispositions, faire pourrir la pieuvre par la tête. Si l'objectif est de ne pas étouffer chacun de ces magistrats sous plus de 7 affaires, le parquet antimafia démarre avec un potentiel de plus de 300 dossiers déjà en cours, ce qui pourrait d'emblée réduire les velléités narcocides de la nouvelle loi à de la décoration. Et que serait un pnaco décoratif, sinon un pnacoplâtre ? Ah, merci Thibault, le retour de nos éblouissants, solaires, surtout vous, chroniqueurs, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors Xavier, la France est sous la neige et le verglas. Un certain nombre de départements ont été placés en vigilance orange avec des conséquences sur les transports scolaires, évidemment. Revenons à la poésie. Revenons à cette espèce de merveille qui est le flocon, de neige. Oui, Elisabeth, le jeudi 15 janvier 1885, il neige à Jéricho, ça se trouve dans le Vermont, au nord-est des États-Unis. Il neige, et c'est complètement normal, puisqu'il neige souvent en hiver dans ce coin-là. Sauf que ce jour-là, un passionné réussit l'exploit de photographier un flocon avec une précision jamais atteinte. Il s'appelle Winston Bentley, il va fêter bientôt ses 20 ans, et lui, le flocon, c'est sa passion. Depuis qu'il est gamin, dans la ferme de ses parents, il observe la neige. Il observe au plus près la neige parce que sa maman, quand il avait 15 ans, lui a offert un microscope, son ancienne institutrice. Et donc, le voilà avec son microscope en train d'isoler un flocon. Ils veulent le dessiner, mais ne serait-ce que par la chaleur de la respiration, il disparaît. Voilà, le cristal de glace fond, se transforme en eau. Alors il a l'idée d'équiper son microscope d'un appareil photo. Alors c'est très très délicat, vous imaginez bien isoler un flocon. Il faut faire ça dehors pour garder le froid, beaucoup d'opérations. Mais ce 15 janvier 1885, il réussit à obtenir une photo, mais au-delà de ses espérances. C'est très beau d'abord. C'est sublime. Absolument incroyable. Ces micro-photographies nous éblouissent, ne serait-ce que par le blanc du flocon, le noir du fond, des formes géométriques. Et même lui, il prend des photographies. Et surtout, il est fasciné parce qu'il ne trouve jamais de flocons identiques. Et donc, il réalise des photographies. Au fil des années, il en réalise plus de 5000. Imaginez cette tonne de flocons, une grosse boule de neige. C'est une incroyable collection qui est observée par les scientifiques, par les artistes, par les joailliers aussi, parce que ça les intéresse également. Des photographies très diffusées, très commentées, critiquées également, parce que Bentley n'a pas une démarche de scientifique. Ça lui arrive d'ailleurs parfois de retoucher les photos si ça ne correspond pas exactement à ce qu'il veut faire. Mais c'est pas ça, lui, sa démarche. C'est cette collection absolument incroyable. En tout cas, c'est grâce à lui que se diffuse l'idée qu'il n'existe pas de flocons identiques, ou pour le dire autrement, tous les flocons sont différents. Alors depuis, certains auraient trouvé des flocons similaires, mais peu importe, il existe des dizaines de milliards de formes possibles pour les flocons. Et cette si belle histoire poétique, authentiquement poétique, ne pouvait pas se terminer avec une fin banale. En 1931, Wilson Bentley meurt. Il meurt à Jéricho, couronné par les trompettes de la renommée. Il meurt de froid, il a attrapé froid au moment d'une tempête. Oui, il nous fallait tombait la neige. Il nous fallait une fin blizzard. Merci, monsieur Snowflake. C'est vous, à 6 branches. Hein, vous êtes branchés. Je ne sais pas si vous en avez 6. Bon, Marie, vieille branche. Marie, le fabricant de jouets Lego transforme ses célèbres briques en mini-ordinateurs. Allons, bon Dieu, me tripote. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde, cette histoire. Non, c'était lundi dernier, ils en ont fait absolument des caisses à Las Vegas, les patrons de Lego qui étaient les invités surprises du Consumer Electronic Show. En gros, c'est le grand raout des entreprises high-tech. C'est tous les ans. Et là, cette fois, il y avait donc Lego, fabricant de jouets danois, qui a présenté en grande pompe sa brique intelligente. Smart Brick, alors je les cite, c'est la plus grande révolution Lego depuis qu'on a déposé le brevet pour les mini-figurines. Vous savez, les petits bonhommes Lego, c'était il y a 50 ans. Alors, à première vue, rien d'exceptionnel. Vous avez toujours cette même briquette en plastique que tout le monde connaît, 2 cm sur 4. C'est à l'intérieur que s'entassent plein de
plein de bijoux de technologie. Ils ont réussi à fourrer une puce, des capteurs, son et lumière, un accéléromètre, des haut-parleurs, une LED et une batterie rechargeable dans une brique. Le tout absolument minuscule. Et ça permet quoi? Ça permet à votre brique de réagir à l'histoire que vous êtes en train de raconter avec vos Lego. Exemple, ce sont nos confrères de la BBC qui ont testé à Las Vegas. Vous faites un gâteau Lego, un gâteau d'anniversaire en briques. Bah si, vous faites ça, vous soufflez dessus, et bien le gâteau va se mettre à chanter Joyeux anniversaire, à faire des bruits d'applaudissements parce qu'il a reconnu votre geste. Autre exemple, plus simple, vous avez un chien Lego, vous l'approchez d'un chat Lego, qu'est-ce qui se passe? On va faire exactement. Miaou. Le chien. En tout cas, les animaux font des bruits parce qu'ils se reconnaissent entre eux, etc. Alors, il y a certains observateurs qui sont très, très excités par cette nouveauté, qui n'est évidemment pour l'instant que disponible sur 3 kits Lego trop chers en mars prochain, parce qu'ils testent, ils vont voir si ça prend. Et puis, il y a cet article de la BBC que j'ai trouvé très intéressant, qui est allé demander leur avis à des professionnels de l'enfance, des professionnels du développement de l'enfant par le jeu. Eux, ils grincent des dents. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent que la force des Lego traditionnels, c'est quoi? À la base, c'est la brique. La brique, ça a créé un des seuls systèmes de jeu totalement ouverts en termes de sens. C'est-à-dire que comme les briques, elles s'emboîtent avec tout, ça peut être absolument ce que vous voulez. Ça peut être un bout de maison, et la même brique peut être le capot d'une voiture ou la goutte d'un immense océan que vous êtes en train de fabriquer. Et c'est donc l'enfant démiurge qui va fabriquer son univers, et c'était ce qu'on nous vendait depuis la fin des années 50 comme un jeu de la liberté totale et donc un puissant moteur de créativité pour l'enfant. Aujourd'hui, vous comprenez bien que si on a un Lego chien qui aboie devant un Lego chat, eh ben les identités des Lego sont totalement assignées. Et figées. Exactement. Alors on verra si ça plaît. Je veux quand même finir par un rappel, puisque tout bon hacker sait que les nouvelles technologies, c'est fait pour être détourné. Si vos enfants réussissent à contrôler la petite brique intelligente, Dieu sait ce qu'ils vont inventer, un gâteau d'anniversaire qui miaule, ou des trucs ou qui mieux. fait cuit-cuit. Mais voilà, de toute façon, on ne sait pas, on n'est pas des enfants, on n'a pas les bonnes idées. Enfin, on a compris que vous aviez choisi votre camp. Bon, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Sans aucun ego, on n'a pas d'ego, nous. Tchuss.